Bonjour. Qui a bien pu commander une œuvre aussi somptueuse? Ce sont les bénédictins de la basilique abbatiale San Giorgio Maggiore, sur l'île du même nom, à Venise. Cette confrérie regroupe des moines issus de familles nobles, qui disposent d'importants moyens financiers. À ce titre, ils commanditent le plus célèbre des architectes de Venise, Andrea Palladio, pour la construction de leur église, du cloître, de la bibliothèque et du réfectoire. Une fois le bâti terminé, on songe au décor. Et là encore, on fait appel à l'illusionniste le plus prestigieux du moment, Véronèse. Pour une salle de réfectoire, bien évidemment, on pense à une thématique biblique du repas, ce dont nous avons déjà parlé. Le contrat fait état d'un cahier des charges strict et détaillé. Il s'agira de couvrir presque tout le mur du fond du réfectoire, en donnant l'illusion d'un prolongement vers l'extérieur. C'est ce qui explique les dimensions impressionnantes de la toile, qui devra s'inscrire dans l'architecture moderne palladienne. Les couleurs aussi seront réalisées à l'aide des pigments les plus raffinés. Petite parenthèse, les tubes de peinture ont été inventés dans les années 1860. Au XVIe siècle, la peinture est obtenue à partir de pierres broyées, de sécrétions de plantes ou d'animaux, ce qui donne une poudre, les pigments. Pour avoir un liquide avec lequel on pourra peindre, il faut les mélanger à un liant, une sorte de colle végétale ou animale. Pour le bleu par exemple, le contrat stipule que Véronèse devra utiliser du lapis lazuli, un pigment extrêmement coûteux importé d'Orient. Souvenez-vous de la taille du ciel. Rien que ce morceau de peinture vaut une fortune. La toile sera réalisée en 15 mois, ce qui est extrêmement rapide. Je n'aime pas parler d'art en termes de surface, mais tout de même, il faut bien avoir en tête qu'il s'agit là de près de 70 mètres carrés, un 2 pièces à Paris. Au XVIe siècle, les artistes travaillent essentiellement sur toile, un matériau moins fragile que le bois et plus facilement transportable. Étant donné l'humidité engendrée par la lagune, un travail de fresque était inenvisageable. Elle aurait moisi en moins de 2. Dans le cas présent, il s'agit donc de ce qu'on appelle un telero, une grande toile appliquée au mur. J'avais promis d'expliquer ce qui distinguait le maniérisme de Véronèse. Ça s'y prête bien avec les noces de Cana. Sa version du maniérisme est à la peinture ce que le prêt-à-porter est à l'habillement, le tout à contempler. À la narration et aux codes intellectuels très subtils s'ajoute un goût prononcé pour l'architecture, probablement hérité de son père. Une attirance également pour la théâtralité, ce qui a plu aux Vénitiens. La Sérénissime n'a jamais autant et mieux été mise en scène qu'avec Véronèse. À la perspective mathématique s'ajoute la lumière, comme élément structurant l'espace, mais aussi la couleur. C'est avec la couleur, les complémentaires ou les contrastés, que Véronèse isole chaque personnage, malgré le tumulte de la fête. C'est la restauration du tableau qui nous permet de voir les couleurs telles que les moines les voyaient. Rendez-vous compte du travail, la restauration a duré plus longtemps que la réalisation même du tableau. Venons-en au trombinoscope. Ça n'est qu'à partir du XVIIe siècle que certains personnages se sont vus attribuer une identité. En 1674, un graveur et historien d'art italien, Marco Boschini, identifie le groupe des musiciens comme représentant des grands peintres de Venise, avec même un autoportrait de Véronèse. Aucune information de ce type ne semble avoir été diffusée avant. Je pense que Marco Boschini a ouvert la porte à une large tentation collective à l'interprétation. Depuis, plus la toile a acquis en célébrité, plus on a identifié de personnages. Revenons aux musiciens, alias les peintres vénitiens. En 1562, Titien, né vers 1490, aurait dû avoir 72 ans, ce qui par l'âge tout au moins pourrait coller. Véronèse, quant à lui, né en 1528, aurait eu 34 ans au moment de la réalisation des noces de Cana. Difficile de l'imaginer avec une calvitie naissante à cet âge-là. Néanmoins, soyons honnêtes, même si je n'y crois pas trop, je les présente ainsi aux touristes que je guide, car cela reste une interprétation très séduisante. Le nombre des personnages diffère selon les sources. Les chiffres vont de 120 à 132. Pour ma part, j'en ai compté 123. Est-ce bien important? En tout cas, il y en a beaucoup. Les qualités de coloriste de Véronèse sont indiscutables. Il aura d'ailleurs une postérité incroyable. Tous les peintres du XVIIIe siècle, des Tiepolo aux peintres français, revendiqueront son influence. Au XIXe siècle, le plus grand d'entre tous les coloristes, à mon avis, Eugène Delacroix dira même « Je dois tout à Véronèse ». Véronèse aimait peindre, le spectateur le sentait, et le sent encore. Son talent n'est pas sorti ex nihilo, il s'est imprégné de ses prédécesseurs, Bellini, Mantegna, Giorgione, Michel-Ange, et de ses contemporains, Titien, Jules Romain, Le Parmesan, Corrège. Pour autant, il n'a pas fait le choix du dessin contre la couleur, l'éternelle querelle. Il a utilisé
C'est les deux, fusionnant ainsi le beau naturel et le beau idéal, et ce, pour notre plus grand plaisir. Voilà, c'est ainsi que se termine cette série. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures, et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.